Il y a un écart catastrophique entre nos promesses et ce qu'il faudrait faire. Et donc, il y a besoin de changer radicalement de braquet. Et donc, avec les copains de Nouvelle Donne, on dit que ce qu'il faut, c'est déclarer la guerre au dérèglement climatique, qu'il faut arrêter le pipeau, arrêter le blabla, et déclarer la guerre, de même que Roosevelt. Si on s'appelle Nouvelle Donne, c'est en référence au New Deal de Roosevelt. D'abord, Roosevelt cherchait la justice sociale, mais quand les Japonais attaquent à Pearl Harbor, ils déclarent la guerre et le peuple américain est avec lui. Ils vont transformer, c'est une métamorphose complète du système économique. En quelques mois, le système est complètement métamorphosé et se donne les moyens de mettre la puissance de l'économie au service de l'objectif de bien commun de l'époque. Le bien commun à l'époque, c'était battre les nazis et les Japonais. Donc, est-ce qu'on est capable, nous aussi, de déclarer la guerre ? C'est sans doute la seule guerre qui ne fera pas un seul mort. C'est la seule guerre qui ne fera pas un seul mort, qui va même éviter des millions de morts. C'est la seule guerre qui peut rassembler les peuples. J'étais à Madrid il y a 2 ans pour le sommet climat. C'est impressionnant de voir des femmes très pauvres de Madagascar qui parlent avec des gens très riches de Los Angeles, des Israéliens et des Palestiniens, des Chinois et des Brésiliens. Je pense que la question du climat nous rappelle absolument un principe de fraternité et que se donner les moyens de déclarer la guerre contre le dérèglement climatique peut rassembler les citoyens en France, peut rassembler les peuples d'Europe et plus largement. Et le nerf de la guerre, on a tous appris qu'on était pis, un proverbe qui dit bien les choses, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Si on veut gagner la bataille du climat, il faut trouver de quoi isoler en Europe des millions et des millions de maisons. Il faut faire des transports en commun presque partout pour que les gens n'aient plus besoin de voitures. Il faut aider les agriculteurs à changer de modèle. Et pour tout ça, il faut de l'argent. Donc l'an dernier, le Parlement m'a confié une grosse responsabilité. Je suis rapporteur général du budget. Chaque année, il y a une ou un député qui est responsable de tout le budget de l'Europe pour tout le Parlement. Ça tourne à tour de rôle chaque année. Et donc moi, je suis rapporteur général du budget de 2021 et shadow rapporteur, donc un des co-responsables sur le financement du climat. Et on a fait voter au mois de novembre dernier, le 13 novembre, par 68% des députés, un rapport qui dit comment on peut trouver de l'argent pour gagner la bataille du climat. On parlait des questions de politique monétaire. Une des pistes qu'on propose, c'est utiliser autrement l'argent de la Banque Centrale Européenne. J'y reviendrai si vous voulez. Quand la BCE fait du quantitative easing, autrefois on appelait ça de la planche à billets, il y a de la création monétaire massive. On estime que 89% de l'argent créé par la Banque Centrale ne va pas dans l'économie réelle et soit est remis tout de suite à la Banque Centrale, soit va à la spéculation. Et on montre comment, sans changer les traités, on pourrait mettre l'essentiel de l'argent via une banque du climat qui irait pour le climat. On montre aussi comment on pourrait changer le fonctionnement des banques privées, des assurances privées. Quand Barack Obama a voulu lutter contre l'évasion fiscale, Barack Obama a fait la loi FATCA qui a dit plus aucune banque ne pourra travailler sur le territoire américain si elle n'est pas totalement transparente pour le fisc. Les banquiers ont gueulé pendant 1 an, mais Barack Obama et le Congrès ont tenu bon. Et maintenant, toutes les banques sont transparentes pour le fisc parce que sinon, elles renoncent au marché américain. Donc nous, on propose une loi FATCA climat qui dit qu'aucune banque, aucune société d'assurance ne pourrait travailler dans 5 ans sur le territoire européen si elle n'a pas totalement été transparente sur ses activités, totalement transparente. Deuxièmement, stopper les investissements fossiles, immédiatement stopper les nouveaux investissements fossiles et en 5 ans, changer son portefeuille pour que tout aille sur le climat et la biodiversité. Donc on fait des propositions comme ça et puis on fait des propositions pour avoir des subventions. Si on veut faire une vraie isolation, on estime en France que c'est 40 000 € pour isoler une maison. Vous vous souvenez, une des propositions de la Convention citoyenne pour le climat, c'était rendre obligatoire l'isolation en disant dans 20 ans, pas dans 3 semaines, mais dans 20 ans, toutes les maisons doivent être isolées. Mais le gouvernement ne veut pas le faire en disant mais si on oblige chaque famille à trouver 30 000 €, ça va gueuler de partout, on aura des gilets jaunes partout, c'est impossible de le rendre obligatoire. Voilà. Et donc nous, on dit, si, c'est possible de le rendre obligatoire s'il y a des aides massives, s'il y a des aides, des subventions massives pour que chaque famille n'ait plus grand-chose à payer. Donc comment trouver de l'argent pour aider chaque famille, aider chaque PME, aider chaque collectivité. Dans mon coin des Pyrénées, il n'y a pas de transport en commun. Tous ceux qui ont du boulot, ils prennent la voiture tous les matins pour aller à la ville la plus proche. Et si on augmente le prix de l'essence sans avoir mis en place des transports en commun, ils vont grogner et ça se comprend. Par contre, ils seraient très heureux, quand il commence à y avoir du verglas là, au mois de décembre, ils seraient très heureux d'avoir des transports en commun plutôt que chacun prenne sa vieille voiture dans les tournants de la montagne. Donc il faut des investissements massifs. Donc le Parlement disait, voilà les 5 solutions qui font consensus. Là, je viens de voir Gabriel Zucman, on est quelques-uns à pousser aussi un impôt sur les milliardaires, on en reparlera si vous voulez, mais pour le moment, hélas, ça n'est pas dans le consensus. J'ai gagné que le groupe social-démocrate l'a repris, les écolos aussi, mais on n'a pas encore un consensus. Donc là, c'est ce qui fait en gros consensus de tous les groupes qui comptent au Parlement.
En gros, tout le monde sauf l'extrême droite. Donc il y a 5 propositions. Il y a l'idée d'une taxe carbone aux frontières. C'est une très bonne idée, la taxe carbone aux frontières. Peut-être parmi vous, il y en a qui travaillent vraiment là-dessus finement. Mais le problème, c'est que ça rapporterait entre 3 et 5 milliards par an. Et puis il faut le feu vert de Biden. Et Biden a dit qu'il n'était pas d'accord. Donc en fait, on l'a mis au frigo. On continue à en parler. Voilà. Pareil pour la taxe digitale. C'est une très bonne idée de taxer les grandes entreprises du digital. Mais ce serait pareil. Ce serait entre 3 et 4 milliards par an. Donc ce n'est pas énorme. Et puis Biden n'en veut pas. Donc ça aussi, on l'a remis au frigo. Donc la seule idée qui peut rapporter beaucoup, jusqu'à 57 milliards par an. On a fait les calculs après le Brexit, il y a marqué après le Brexit et malgré la crise économique. La seule proposition qui est concrète, qui est sur la table, on a déjà fait des études d'impact, on sait de quoi on parle, elle rapporterait 57 milliards par an. Si on a 57 milliards chaque année au niveau européen, il y a 10 milliards pour la France. Déjà, si on a 10 milliards pour une loi climat en France, ça fait pas mal de choses. Et il n'y a pas besoin de Biden. Et il n'y a même pas besoin de l'unanimité. En plus, Biden est d'accord, mais on n'en a pas besoin. Il suffit d'une coopération renforcée, Enhanced Cooperation. Il suffit de 9 pays. C'est l'idée d'une taxe sur la spéculation. La taxe sur la spéculation, l'idée est très simple. Tout le monde quand on fait des courses, l'autre jour j'étais dans l'hémicycle comme rapporteur du budget, j'ai montré à la présidente de la commission, j'ai dit quand j'ai acheté mon téléphone, j'ai payé une TVA à 20%, puis j'ai sorti une boîte de raviolis, j'ai dit même les plus pauvres, pour manger, ils payent 5,5% de TVA. Dans toute l'Europe, même pour manger et boire, les plus pauvres payent 5,5% de TVA. Mais aujourd'hui, sur les marchés financiers, la taxe est à 0,0%. 0,0. Alors que les marchés financiers n'ont jamais été à un tel niveau. Ça, c'est les Dow Jones. Vous savez, en France, on a le CAC 40, mais ça, c'est les marchés américains. La dernière fois qu'il y a eu une crise, en 2007, le Dow Jones était monté à 14 000 points, 14 000 avant de s'effondrer. Ça, c'est un graphique qu'on a donné au pape François parce qu'on a été reçu par le pape qui voulait montrer son soutien. Au mois de mars, il y a 6 mois, les marchés étaient à 32 000 points. Et là, ce matin, ils étaient à 34 500. Voilà. Donc, c'est, je répète, 14 000 points le dernier sommet historique et 34 500 ce matin. Donc, il n'y a jamais eu autant d'argent. C'est pour ça que j'ai fait la grève de la faim. Donc, il y a quelque chose d'obscène quand on nous dit qu'il n'y a pas d'argent pour les hôpitaux, il n'y a pas assez d'argent pour la recherche, il n'y a pas d'argent pour le climat. Mais les marchés financiers n'ont jamais été aussi élevés. Et une petite taxe, il ne s'agit pas de couper le coût aux traders, et on va pas. Une petite taxe à 0,1% rapporterait presque 60 milliards chaque année. Donc, on a poussé, le Parlement a voté ce rapport. Un mois plus tard, la Commission européenne a repris notre initiative en disant oui, la Commission, j'en ai parlé encore la semaine dernière, c'est OK, me suivent sur les réseaux, j'avais 4 minutes pour lancer le débat, qu'est-ce qu'on fait après Glasgow au Parlement, c'était moi qui ai lancé la matinée. J'ai rappelé que la Commission européenne, il y a un an, avait dit oui, il faut accélérer la négociation pour créer enfin une taxe sur la spéculation et arriver à un accord avant la fin 2022. On a obtenu que la Commission dise il faut un accord avant la fin 2022, donc on a fait déjà la moitié du parcours. Et là, c'est la France qui bloque. Un haut fonctionnaire est venu me voir près de chez moi discrètement. Il ne voulait même pas me l'envoyer par Internet pour ne pas être tracé, pour qu'on ne puisse pas savoir qui m'a donné cette lettre. Mais ça, c'est un extrait. Sur mon site, il y a l'ensemble des 2 pages. Ça, c'est des coupés-collés. C'est le ministre autrichien des Finances. Donc, c'est la droite autrichienne. Hein. Ce n'est pas des écolos, ce n'est pas des sociodémocrates, ce n'est pas des alternatifs. C'est le ministre des Finances de la droite autrichienne qui dit l'Autriche veut relancer la négociation pour rembourser le plan de relance et pour trouver de l'argent pour le climat, en reprenant le projet qui est sur la table depuis 2011. Et il dit, si c'est la version française, vous voyez la deuxième ligne soulignée, si c'est la vision française qui l'emporte, l'Autriche se retire de la salle des négociations, parce que la vision française fait que 99% des volumes ne seraient pas taxés. Emmanuel Macron dit et Bruno Le Maire ne veulent qu'une taxe qui concerne que 1% des volumes financiers, mais qui fait que 99% des volumes ne seraient pas taxés. Évidemment, il n'y a pas besoin d'être des génies pour comprendre que ça va rapporter moins d'argent si 99% des volumes ne sont pas taxés. Donc c'est pour ça que le sujet est sur la table. Et vous savez peut-être qu'il y a une élection en avril prochain en France, une élection présidentielle. Et j'espère qu'on va se rassembler. J'ai vu Jadot il y a quelques temps, j'ai vu Hidalgo la semaine dernière, François Ruffin en a parlé à Mélenchon. Mais je trouve que ça aurait de l'allure, par exemple avec une primaire populaire, qu'on se rassemble et qu'on gagne la responsabilité du pouvoir en avril prochain. Et si on gagne en avril prochain, on sera en plein dans le semestre français. Vous savez, c'est bizarre, l'Europe, tous les 6 mois, il y a un nouveau pays qui préside. Et ça tombe bien, du 1er janvier au 30 juin, c'est la France qui préside. Voilà. Donc si c'est encore Emmanuel Macron et Bruno Le Maire qui sont aux manettes, ça ne va pas bouger. C'est eux qui bloquent la négociation. Par contre, c'est une nouvelle équipe qui arrive en avril. On peut, dès le mois de mai, et je commence à réfléchir très concrètement avec des amis qui sont dans la coalition, j'ai un copain qui rentre au gouvernement en Allemagne, et la nouvelle coalition avec des socialistes et des écolos veut trouver de l'argent. Et si c'est nous qui gagnons une équipe avec des idées nouvelles, si on gagne au mois d'avril, dès le mois de mai, on peut faire un sommet européen,
Je rappelle, il n'y a pas besoin de l'unanimité, il suffit de 9 pays. Et aujourd'hui, c'est la France qui bloque. L'Allemagne est d'accord, l'Italie est d'accord, l'Espagne est d'accord, le Portugal est d'accord. On a les 9 pays, mais juste, il y a le problème d'un des 4 grands qui bloque. Et quand un des 4 grands bloque, même si c'est en coopération renforcée, ça ne marche pas. Et donc, si on gagne en avril, dès le mois de mai, on invite tous les chefs d'État dans la maison de Jean Monnet, pas très loin d'ici. On a un accord avant la fin de l'année. Et ça veut dire que l'argent arrivera un an plus tard. Et ça veut dire qu'on sait qu'il y a de l'argent qui arrive, que chaque année, il y aura au moins 10 milliards qui arriveront en France. Et donc, on peut faire voter la loi climat qui a été préparée par les 150 citoyens de la Convention citoyenne. Emmanuel Macron n'en a repris que 10% ou 15%. Mais si nous, on arrive aux manettes, on peut débloquer des financements. Et du coup, on fait voter une vraie loi climat en juillet. Et même si les financements n'arrivent que dans un an, ça veut dire que dans toutes nos régions, dans tous nos villages, dans toutes nos villes, on sait qu'on a du boulot pendant 20 ans pour isoler les maisons, on sait qu'on a de l'argent pour la recherche, on sait qu'on a de l'argent pour les transports en commun. On va recruter des gens, même si l'argent n'arrive que quelques mois plus tard, on peut commencer à faire les recrutements et à lancer ce chantier fabuleux. Ça peut créer 900 000 emplois en France. C'est quand même utile dans tous les secteurs et sur tous les territoires. Premier point, pour répondre à la crise climatique et aussi à la crise sociale, et tous ceux qui vous disent qu'il faut choisir, je ne veux pas trop taper sur tel ou tel Valérie Pécresse ou d'autres, mais quand on explique qu'il faut choisir, j'ai donné un nom, mais quand on explique qu'il faut choisir entre le climat et la justice sociale, si on crée 900 000 emplois, ça veut dire qu'il y a 900 000 personnes qui étaient au chômage et qui vont trouver un boulot. Ça veut dire qu'il y a 900 000 familles qui vont avoir un revenu supplémentaire. Ça veut dire qu'il y a 900 000 personnes qui vont cotiser pour les caisses de retraite. Quand Bruno Le Maire nous dit qu'il faudra diminuer les retraites, voilà, peut-être que c'est mieux d'avoir plus de gens qui ont un vrai boulot et qui cotisent. Et puis en termes de pouvoir d'achat, il y a quelques années, j'ai rencontré il y a 3 ans un monsieur qui vivait dans un HLM et qui disait « ça fait 15 ans que j'habite dans cette cité HLM. Depuis 3 ans, ça y est, on a fait une vraie isolation. » Il disait « c'est beaucoup plus confortable. » D'abord, il mettait en avant le confort. J'ai moins chaud l'été, j'ai moins froid l'hiver. Et puis il disait « je gagne 800 € chaque année sur mes dépenses de chauffage. » Ce n'était pas un député, ce n'était pas un économiste qui le disait, c'était un monsieur de la vraie vie qui disait « c'est plus confortable et je gagne 800 € chaque année sur mes dépenses de chauffage. » Ces 800 € finiront pas dans les caisses de monsieur Poutine, puisque jusque-là, cet immeuble se chauffait au gaz. Donc on voit bien qu'il n'y a aucune opposition entre climat et justice sociale. Évidemment, si on a entendu les gilets jaunes, ce n'est pas ceux et celles qui gagnent 1 000 € par mois ou 2 000 par mois qui doivent payer l'addition, mais si on est financé par une taxe sur la spéculation, c'est plutôt l'occasion d'un progrès social. Mais 900 000 emplois, ça ne suffit pas. Vous savez comme moi qu'il y a 5 millions de chômeurs dans ce pays. Ça m'énerve un peu parfois quand le gouvernement dit « ça y est, génial, youpla boum, sonnez les trompettes, le chômage est revenu au niveau d'avant la crise du Covid ». C'est vrai que le chômage est revenu au niveau d'avant la crise du Covid, mais il y a quand même encore 3 700 000 chômeurs en catégorie A, donc des gens qui font 0 heure par semaine, et presque 6 millions de gens qui sont soit totalement au chômage, soit un boulot, mais qui n'est pas suffisant pour vivre. Et je ne parle pas de tous ceux et celles qui sont au RSA, parce que ça fait plus de 2 ans qu'ils sont au chômage, qui n'ont rien trouvé, qui tombent au RSA. Donc, on ne peut pas se contenter de dire « super, c'est revenu au niveau d'il y a 2 ans », et on ne peut pas non plus se contenter de créer 900 000 emplois. Avec le plan climat, il faut trouver d'autres solutions.